Et à 7h42, l'Italie au menu des matins de France Culture. Bonjour Jean-Louis Briquet, Bonjour. directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Italie. On vous connaît à France Culture et ceux qui ne vous connaissent pas vont pouvoir vous découvrir comme ça ce matin. Bon, voilà, n'y allant pas par quatre chemins, il aurait dû fêter en janvier ses 18 ans de carrière politique. Et voilà que Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien, a annoncé il y a 2 jours, mardi soir donc, après un entretien avec le président de la République, Giorgio Napolitano, qu'il démissionnerait après le vote sur la loi de stabilité imposée par l'Union européenne et suite aux décisions prises à l'occasion du G20 à Cannes. En effet, après donc une longue journée de débat politique, Silvio Berlusconi a perdu la majorité au sein de son gouvernement, malgré les pressions de l'opposition. Il n'a peut-être pas l'intention de sortir de la scène politique italienne tout de suite et se laisse une chance de quelques jours pour se retirer définitivement de la politique. Mais voici que le président, lui, italien, a désormais organisé la démission de Silvio Berlusconi. Mais tout de même, Jean-Louis Briquet, regardez, Libération fait sa une avec la face cachée, si j'ose dire, hein, la nuque de Berlusconi, avec un immense ciao. Bon, l'Humanité a la même photo, hein, vous avez remarqué, et là, l'Humanité titre « Basta ». En est-on si sûr, tout de même, de ce départ de Silvio Berlusconi ? Je crois que maintenant, rien n'est dit dans un système parlementaire, dans une situation de très grande incertitude et de crise aussi bien politique qu'économique. En même temps, il y a quand même toute une série d'indices qui peuvent permettre plus que des indices d'ailleurs, des certitudes qui peuvent permettre de penser que effectivement, il quittera la présidence du Conseil. Alors après, ce qui quittera la vie politique, le pouvoir, c'est autre chose. Alors ces indices, d'abord lui-même l'a déclaré, qu'il démissionnerait. Oui, alors il a fini par le dire, absolument. Voilà, il l'a dit, c'est quand même important. Le président de la République, donc, qui en Italie est chargé de la nomination du président du Conseil, l'a ratifié. On pourrait presque penser d'ailleurs qu'il lui a un petit peu forcé la main en faisant une déclaration officielle en disant que la démission de Berlusconi était acquise. Donc, et en même temps, alors aussi, chose importante, c'est pas uniquement ce type d'effet. Ce qui joue, c'est que de fait, il n'a plus de majorité parlementaire. Et les conditions dans lesquelles il pourrait en retrouver une sont quand même très problématiques. Donc, pour répondre à votre question, sauf vraiment coup de théâtre, il est clair qu'il quittera la présidence du Conseil. Mais cela veut dire donc qu'il se fait à l'idée, c'est quand même important cette histoire-là avec l'actualité berlusconienne, il se fait à l'idée de perdre son immunité parlementaire ? Alors, effectivement, il y a Vous plusieurs dimensions. Suivez mon regard. Effectivement, une des choses, un des enjeux pour lui, c'est que quitter la présidence du Conseil, c'est se retrouver beaucoup plus vulnérable vis-à-vis de la justice, puisque vous savez que Berlusconi est poursuivi dans plusieurs affaires relevant, disons pour le dire très vite, de la corruption, et puis une relevant de scandales sexuels dont on a beaucoup parlé en France. Et effectivement, jusqu'à présent, une série de dispositions de loi que d'ailleurs lui-même ou ses proches avaient fait voter à sa faveur explicite, lui permettait d'échapper à la justice, et c'est vrai que c'est un risque important. En même temps, vous dites il se fait à cette situation. Je pense que c'est une situation qu'il peut pas contrôler. Il n'a plus de majorité parlementaire. Manifestement, au sein même de son parti, au sein même de la droite italienne, de plus en plus de gens le poussent à quitter le gouvernement, peut-être d'ailleurs pour essayer de maintenir l'opposition de pouvoir et ne pas couler avec le navire berlusconien. Donc je ne sais pas s'il s'y fait. Il est face à une situation qui s'impose à lui et qu'il ne peut pas contrôler totalement. Alors, qui d'ailleurs, au fond, chasse Berlusconi du pouvoir ? Vous savez comment on est en France, on a très vite le réflexe pavlovien d'assimiler au fond Berlusconi au pire des monstres. Bon, il faut peut-être parfois relativiser un petit peu et balayer devant sa porte, mais c'est l'Italie tout entière qui chasse Berlusconi ou c'est un effet plus circonstanciel quand même dû à la crise et à la crise de l'euro ? C'est-à-dire que, très clairement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui se joue dans l'arène parlementaire et pas, disons, dans l'arène de l'opinion. L'opinion publique est exclue de ces jeux. L'Italie est un régime parlementaire. Et là, la question, c'est comment trouver une majorité. Et c'est les parlementaires qui participent à la définition d'une majorité. Donc effectivement, ce qui explique la chute de Berlusconi, c'est l'effritement constant depuis maintenant 1 an ou 2, enfin régulier en tout cas depuis maintenant 1 an ou 2, de ses soutiens parlementaires. Le premier, cet effritement, ça a été celui de Gianfranco Fini, qui a été son grand allié pendant très longtemps, ancien président d'un parti néofasciste devenu parti conservateur, qui ensuite s'est allié à Forza Italia dans le nouveau parti
de la droite italienne qui s'appelle le peuple de liberté. Donc Gianfranco Fini avait déjà fait sécession dans une optique, à mon avis, explicite d'essayer de construire sur la droite italienne un leadership alternatif à celui de Berlusconi, tentative qui pour l'instant a échoué. Et puis la sécession qui était celle de Fini Fini n'avait pas réussi à amener avec lui autant de députés, de parlementaires qu'il aurait certainement souhaité. Mais on a vu aussi depuis quelque temps s'effriter des soutiens au sein même, disons, de Forza Italia, disons, des réseaux proches de Berlusconi. Donc, on dirait qu'il y a des rats qui quittent le navire. Alors ça, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui fait que des parlementaires se détournent. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est que d'ailleurs, à certains moments donnés, vu quand même le discrédit assez fort qui était celui de Berlusconi en raison des affaires dont j'ai déjà parlé, vu aussi les anticipations que certains pouvaient faire sur des défaites électorales, la première question, c'est pourquoi ça ne s'est pas effrité avant ? Et peut-être une des réponses, c'est qu'en fait, le jeu se joue au sein de la droite italienne, au sein de la majorité parlementaire de droite. Une des réponses, c'est peut-être que pour beaucoup d'hommes politiques italiens, de députés italiens, Berlusconi était la seule solution pour faire tenir ensemble cette majorité, et donc pour ces députés ou pour ces hommes politiques, de continuer à jouer le jeu politique, à rester en place, aussi bien d'ailleurs dans l'arène parlementaire que certainement dans les pouvoirs locaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a annoncé très souvent, depuis 2 ans maintenant, on annonçait un peu régulièrement la chute de Berlusconi. Il a toujours trouvé une majorité parlementaire. Là, s'il la trouve plus, c'est certainement pour 2 raisons. La première, c'est que les anticipations, disons, d'effondrement de la droite italienne par beaucoup de parlementaires deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus prégnantes, et qu'à ce moment-là, on peut penser qu'une série de députés italiens de droite commencent à essayer d'envisager des solutions alternatives au berlusconisme, des alliances avec d'autres types de partis, etc., pour rester au pouvoir. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est bien évidemment la crise financière actuelle qui rend beaucoup d'hommes politiques, qui incite beaucoup d'hommes politiques italiens à penser que la solution Berlusconi n'est plus viable. Puis peut-être aussi qu'il y a toute une série de gens qui se disent que dans la conjoncture actuelle, être au pouvoir, c'est peut-être pas non plus une sinécure, et que si d'autres pouvaient se charger des mesures d'austérité, de la gestion de la crise, dans l'attente d'élections à venir, ce serait pas plus mal. Alors, que va-t-il se passer techniquement quand même, et j'emploie le mot technique avec effet, est-ce que le président Giorgio Napolitano peut mettre en place donc ce qu'on appelle un gouvernement technique d'ici les prochaines élections? Jean-Louis Briquet. Alors en Italie, dans ce genre de situation, donc d'un président du Conseil qui prend acte de la fin de sa majorité et qui remet ses démissions, c'est une situation, je veux dire, routinière et qui est traitée de manière institutionnelle, de manière assez classique. Enfin, c'est vrai que c'était surtout vrai pour la Première République avant les années 90 où il y avait une grande instabilité ministérielle, mais enfin ça continue. Alors dans ces cas-là, les choses se déroulent de la manière suivante, assez simple, c'est-à-dire qu'effectivement le président de la République prend acte de la démission ou de l'annonce de démission, dans le cas présent, du président du Conseil. Et à ce moment-là, s'offre à lui, disons, 2 possibilités. La première, celle qui se passe depuis hier, c'est des négociations, des pourparlers avec les forces politiques du Parlement pour constituer un cabinet et donc trouver une majorité parlementaire. La deuxième, c'est celle d'élections anticipées en cas d'échec de ces négociations. À l'heure actuelle, pour l'instant, ce qui semble quand même le plus probable, mais je répète qu'on est dans une situation très incertaine et que le probable peut changer d'ici quelques heures, mais enfin, en tout cas, ce qui semble le plus probable, c'est une situation quand même d'accord, de large entente d'entente des forces politiques parlementaires pour un gouvernement en mesure, disons, de voter les mesures économiques qui doivent être votées dans les prochains jours, de préparer des élections et d'une certaine manière de rassurer, alors on dit les marchés ou l'opinion publique internationale sur la stabilité du pays. Et là, il y a 2 solutions. Il y a une solution technique, effectivement, qui a souvent été utilisée en Italie, c'est-à-dire qu'on choisit un président du Conseil et même des ministres qui sont des personnalités un peu extérieures au monde politique. On parle beaucoup aujourd'hui de Mario Monti, donc ancien commissaire européen, donc qui est un homme politique, mais en même temps qui est un intellectuel, un économiste. Et que Berlusconi a nommé cette nuit, ou hier soir, sénateur à vie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est pas Berlusconi, je crois que c'est le... Enfin, le président Napolitano l'a nommé sénateur à vie.
Alors, effectivement, en Italie, c'est dans existe... la perspective de... Alors, en Italie, il existe des postes de sénateurs à vie, c'est-à-dire qui ne sont pas élus, mais qui sont nommés. Mais au-delà de ça, c'est vrai que on peut penser que c'est au moins un signal. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'être parlementaire pour être président du Conseil. Je ne crois pas en tout cas, mais c'est au moins un signal d'un choix, et ça permet de mettre Mario Monti au centre du jeu, d'obliger les partis politiques, les forces politiques à se positionner par rapport à lui. C'est vrai que c'est une solution qui semble probable, en tout cas possible, ne serait-ce même parce qu'une partie de la droite, une partie des petits partis centristes, et même si j'ai bien compris, si j'ai bien écouté les déclarations de certains berlusconiens ou proches de Berlusconi, cette nuit, même une partie de la droite italienne pourrait se rallier à cette situation d'ailleurs qui serait définie comme transitoire, c'est-à-dire on gère, on vote la loi budgétaire, enfin la loi de finances, on gère une situation d'urgence et puis ensuite on va aux élections. Ça, c'est donc. Alors, une autre solution, ce serait un gouvernement type à la grecque, d'union nationale, voir ce que souhaite la Ligue, ce que souhaitent certaines personnes de la Ligue, donc alliée de Berlusconi, un parti très implanté dans le Nord, on va dire régionaliste et un petit peu xénophobe, enfin qui est un allié fort de Berlusconi. Voir ce que souhaite la Ligue, un nouveau gouvernement toujours appuyé par la même majorité que celle qu'appuyait Berlusconi, mais dirigé par le secrétaire général, enfin le secrétaire national du parti du Peuple des Libertés. Mais il serait envisageable de composer un gouvernement d'union nationale avec la Ligue ? Alors ça me semble très difficile, d'autant plus que la Ligue a déclaré très explicitement son refus de participer à toute solution. Donc on n'ira pas vers ça. Non, mais ça peut être un gouvernement. Alors effectivement, peut-être le terme de gouvernement d'union nationale n'est pas juste dans ce sens-là, mais ça pourrait être une partie de la gauche, enfin même la totalité des partis de gauche, une partie des petits partis centristes, et des proches de Gianfranco Fini, et pourquoi pas, enfin non, pas pourquoi pas, il faudrait, puisque autrement ces seuls groupes n'auraient pas la majorité parlementaire, une partie de la droite berlusconienne autour d'un projet, disons, de type technique et économique. Une partie de la gauche, dites-vous. Dans la seconde partie des matins de France Culture, nous rejoindrons au téléphone le linguiste et philosophe Raffaele Simone, qui avait publié chez Gallimard, dans la revue Le Débat, puis chez Gallimard tout court, Le Monstre doux, l'Occident vire-t-il à droite, où il faisait tout de même une critique très verte, si j'ose dire, sur la question même de l'état de la gauche, tout de même en Italie. Est-ce qu'il y a une gauche aujourd'hui en Italie susceptible de remporter les élections et en tout cas, à tout le moins, d'assumer un pouvoir dans l'idée d'un gouvernement de consensus ? Oui, il y a une gauche en Italie. Monsieur Pierluigi Bersani. Mais est-ce qu'elle est en bon état ou en mauvais état, comme le dit Raffaele Simone Elle est en mauvais état dans le sens où on peut dire que depuis 2001, en gros, Berlusconi est au pouvoir, et depuis 2001, la gauche n'a pas trouvé de solution pour se proposer une alternative à peu près crédible et solide à Berlusconi. Le seul moment où ils l'ont fait, c'est entre 2006 et 2008, et le gouvernement s'est effondré assez rapidement. Et c'est vrai qu'une des raisons du succès de Berlusconi, au-delà de ce qui ressort du berlusconisme proprement dit, c'est la faiblesse de la gauche et l'absence d'alternative. Cela dit, dans la perspective d'élection, on peut penser quand même que la gauche sera en mesure de le remporter. Le problème de la gauche, c'est d'abord un problème de leadership. Ça jusqu'à présent, en tout cas, c'était assez proche de ce qui se passait en France. Et c'est aussi le problème de la capacité qu'aurait la gauche, qui va de franges, disons, assez radicales, jusqu'à d'anciens démocrates chrétiens, progressistes et centristes, à organiser un projet de gouvernement commun. 8h16, les matins de France Culture avec Jean-Louis Briquet. Et puis je précise que nous retrouverons au téléphone dans quelques instants Raffaele Simone, linguiste et philosophe, qui avait publié chez Gallimard Le Monstre doux, l'Occident vire-t-il à droite. Nous recueillerons ses analyses et son sentiment sur la situation italienne dans quelques instants. Mais Brice Couturier, c'est à vous, dottore Couturier. La crise des marchés a eu raison du cavalier. Professeur, si vous oui, préférez. professeur. Oui, ça sera plus conforme à mes ambitions, sinon à mon état civil. C'est Le Monde qui le dit. Les Italiens peuvent remercier les marchés financiers. Je cite
l'éditorial du quotidien Vespéral d'hier. En somme, les marchés ont réussi là où la gauche italienne a échoué. Silvio Berlusconi s'en va. Et c'est vrai, le départ de Silvio Berlusconi était réclamé par les marchés financiers, mais aussi par la BCE et son nouveau patron Mario Draghi, par les chefs d'État et de gouvernement qui comptent dans l'eurozone et par la Commission européenne. Ils l'ont obtenu. C'est sans doute une bonne nouvelle pour les Italiens. On peut se demander comment un peuple aussi subtil a pu confier par 3 fois son destin à un personnage aussi extravagant. Mais ce départ forcé, Marc, sans que les électeurs italiens aient été consultés, pose aussi un certain nombre de questions. Quel est le pouvoir réel des élus nationaux face à la finance internationale ? Dans quelle proportion l'endettement des États réduit-elle leur souveraineté ? À partir de quel seuil cette souveraineté devient-elle carrément nulle et les pays passent-ils franchement sous le contrôle direct des institutions financières internationales ? Eh bien, le sacrifice de Berlusconi, comme celui de Jorge Papandreou, de José Socrates au Portugal et bientôt celui de Zapatero en Espagne, tout cela suffira-t-il à sauver l'euro ? Eh bien, l'Italie, on le dit depuis le début, a accumulé une dette publique considérable, 120% de son PIB, mais Berlusconi ne cessait de le répéter, le solde primaire italien est positif. Ça veut dire que hors paiement des charges de sa dette, le bilan comptable de son État est en équilibre. Alors que, ne l'oublions pas, celui de la France, endetté seulement à 86% de son PIB, est lui structurellement déficitaire. Notre État paie les intérêts de sa dette en s'endettant toujours davantage. Malheureusement pour Berlusconi, l'Italie est entrée en récession au 3e trimestre et du coup, les marchés ont commencé à douter que Rome puisse payer la totalité des charges de sa dette. La BCE, il faut le noter, lui a donné de sérieux coups de pouce en rachetant discrètement pas loin de 10 milliards d'euros d'obligations souveraines italiennes au cours des 2 dernières semaines sur le marché secondaire, le seul où elle a le droit de le faire. Il s'agissait de faire baisser les taux exigés de l'État italien, mais ce n'était pas suffisant. On a déjà calculé qu'une décote de 40% de la dette italienne serait hors de portée du fameux fonds de stabilité de 1000 milliards d'euros, si jamais il arrive à les trouver, parce que c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Et les marchés ne sont pas dupes, ils savent que la BCE risque son propre bilan à abriter autant d'obligations douteuses, et c'est ainsi que les taux italiens à 10 ans se sont envolés hier au-dessus de 7%, un niveau tout à fait insupportable. Rappelons que la France bénéficie, elle, d'un taux de 3,17. Malgré ses promesses de réformes structurelles et de politique de rigueur, Berlusconi avait perdu sa crédibilité face au marché. Tant la Commission que la BCE, je le disais, Merkel et Sarkozy, tous voulaient son départ. C'est qu'il s'agit maintenant de tenter d'éteindre ce feu de brousse qui, parti d'Athènes, se propage en rampant sous les broussailles, saute de cime en cime à la faveur des coups de vent. La Grèce est en flammes, on ne pourra pas la sauver. Le Portugal, l'Irlande puis l'Espagne ont été atteintes. Et à présent, l'Italie. La BCE, c'est un peu notre camion de pompier. On lui demande beaucoup. Peut-on lui demander davantage et de se déclarer prêteur en dernier recours, comme l'ont fait la Fed américaine et la Banque centrale britannique ? Car si nous ne parvenons pas à stopper l'incendie devant Rome, c'est Paris qui sera à ce tour gagné par les flammes. Nous serions alors nous aussi mis sous surveillance par les agences de notation, sous tutelle par la Commission. On nous prierait instamment de mettre en œuvre des réformes qui mineraient notre État-prévidence, voire de changer de gouvernement dans 1 an ou dans 2 ans. Comme l'écrit Zygmunt Bauman, leur perte de pouvoir rend les institutions politiques de moins en moins pertinentes. C'est pourquoi elles retiennent de moins en moins l'attention. Fin de citation. Dans ces conditions, à quoi bon évincer du palais Chigi, Monsieur Bonga Bonga. La chronique de Brice Couturier, évidemment, à retrouver sur franceculture.fr. Alors, Jean-Louis Briquet, réaction à la chronique de Brice Couturier, commentaires, désaccords, éclaircissements. On peut être d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a un problème démocratique à voir que ce sont beaucoup plus les électeurs italiens qui ont toujours, d'ailleurs, de manière parfois même étonnante, porté Berlusconi, ou en tout cas le parti qui est la droite italienne au pouvoir, en tout cas leur a accordé pas mal de suffrages, des élections locales, etc. En même temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce sens-là, c'est vrai que la crise, ça peut être une opportunité pour une partie de la classe dirigeante italienne. C'est une opportunité pour une partie de la classe politique qui trouve un moyen de se débarrasser de Berlusconi et de ses frasques. Et là, je dis à droite, ça peut être une opportunité à gauche pour essayer de reprendre la main. C'est peut-être aussi une opportunité pour une partie, on va dire, de l'establishment à la fois politique et économique acquis à la vulgate néolibérale, une partie par exemple de ces hauts fonctionnaires de la Banque d'Italie qu'on a retrouvé dans la Commission européenne, dont Mario Monti, susceptible prochain président du
du Conseil, je ne dis pas qu'il le sera, susceptible, possible parmi beaucoup d'autres. Oui, enfin, il est dans les starting Voilà, blocks, voilà, on va dire qu'il est ça. bien placé. C'est ça. Est un représentant, enfin Mario Monti est un représentant typique, donc ça peut être aussi une opportunité. Enfin, c'est quand même paradoxal que ce soit que la gauche italienne ait échoué à renverser Berlusconi et que ce soit les marchés financiers qui y parviennent. Oui, enfin en tout cas, ce qu'on pourrait dire, alors si on peut dire les choses un peu différemment, c'est que la gauche italienne peut saisir cette opportunité pour se débarrasser de Berlusconi, chose qu'elle a été incapable de faire jusqu'à présent sur la scène, dans la lutte politique, je dirais, normale. C'est vrai, c'est paradoxal et même problématique d'un point de vue démocratique. Mais par exemple, en 92, enfin disons dans les années, première moitié des années 90, c'était un petit peu ça qui s'était passé, toutes choses égales par ailleurs, où une partie de hauts fonctionnaires libéraux proches de la Banque d'Italie, par exemple, s'était saisi d'opportunités du passage, enfin du passage à l'euro et de la en tout cas de l'entrée de l'Italie dans l'Union économique européenne, comme un moyen pour faire avancer des réformes structurelles dans le sens néolibéral. Enfin, il y a quand même un mouvement historique extraordinaire, parce que, souvenez-vous des années 70, 80, 90, c'était les pays du tiers-monde, comme l'Argentine ou le Mexique, qui étaient mis sous tutelle par le FMI à la demande des pays européens et des États-Unis, qui exigeaient des politiques de rigueur et d'austérité et qui mettaient les gouvernements totalement sous tutelle. Aujourd'hui, on assiste à ce renversement de puissance extraordinaire que c'est finalement les Chinois, comme on le disait tout à l'heure avec Philippe Meyer, qui viennent nous donner des leçons de bonne conduite, qui renversent nos gouvernements de manière directe ou indirecte en disant qu'on n'est pas assez rigoureux. Et les Brésiliens. Et les Brésiliens qui viennent nous dire que nos pays sont mal gérés. Ma question, c'est à partir de quel niveau d'endettement on peut considérer qu'un gouvernement a perdu sa souveraineté et qu'il est totalement entre les mains des marchés? Je sais bien que c'est pas chiffrable. Jean-Louis Briquet, et on va demander son sentiment, je pense, à Raphaël et Simone. Jean-Louis Briquet. Je ne suis pas spécialiste des questions économiques, donc là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Par contre, de ce que vous avez dit, je pense qu'il y a une question qui est importante, qui amène aussi peut-être à reconsidérer un peu le berlusconisme, c'est le fait qu'effectivement, Berlusconi, en 15 ans à peu près de pouvoir, ou les berlusconiens ont réussi à acquérir une puissance politique importante au sein de l'opinion publique italienne, etc. Et effectivement, cette opinion se fait désavouer à l'heure actuelle. Mais je pense que ça, si on aura le temps, on pourra peut-être y revenir, de voir un peu le berlusconisme, non pas uniquement comme sous l'aspect du scandale, des fêtes bunga-bunga et de la corruption. Allez-vous arriver à nous dire du bien de Silvio Berlusconi? En France, mon rôle n'est pas en dire du bien, mais de dire aussi peut-être qu'on peut le voir autrement, on peut voir le berlusconisme autrement comme le scandale qu'on voit dans la presse ou qui est souvent parce que Bunga Bunga, bon, ça va un moment, mais en même temps, il n'y a pas que lui qui fait Bunga Bunga. Oui, enfin, pour un homme d'État, c'est quand même un peu problématique. Mais pour continuer ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, voir le berlusconisme aussi comme une entreprise de pouvoir réussi, de construction d'une hégémonie sociale et politique, de construction d'un électorat relativement fidèle, attaché et puissant, donc comme un phénomène politique, je dirais, positif, non pas qu'il est positif politiquement et moralement. Il assure une certaine stabilité, en tous les cas, à ce pays qui en avait besoin. Mais enfin, à quel prix? C'est ça la question. Alors, je voudrais, Brice, si vous êtes d'accord, qu'on rejoigne à Rome, en direct de Rome, au téléphone, Raphaël et Simone. Buongiorno. Bonjour, Raphaël et Simone. Et je rappelle que vous êtes linguiste et philosophe. Nous vous avions reçu fortement impressionné, il faut bien le dire, par votre monstre doux, l'Occident. Je me rappelle bien. Vire-t-il à droite? C'était publié chez Gallimard en 2010, et puis d'abord, bien sûr, dans la revue de Pierre Nora et de Marcel Gaucher, dans le débat. Peut-être une question un peu provocatrice. Allez, monsieur Simone, vous en aviez rêvé et les marchés l'ont fait. Oui, mais si vous voyez l'affaire depuis l'étranger, vous ne pouvez pas vous rendre compte pleinement du fait que deux éléments se sont sommés dans cette affaire. C'est-à-dire l'effet des marchés qui a été catastrophique et que lui, Berlusconi, l'a couvert avec une série honteuse et ridicule de mensonges, et l'extrême dépravation de sa vie personnelle qui, à un certain moment, de toute évidence, avait passé les limites. Les deux choses ensemble se sont sommées à un certain moment et le refus a commencé à monter en Italie. Il y a eu une série importante de manifestations dans la rue, dans les places, et on a commencé là, il y a quelques mois, à se rendre compte que quelque chose allait changer dans la situation politique italienne. Malheureusement, l'élément le plus fort a été celui des marchés. Pour nous, ça constitue un énorme prix, évidemment, mais la manière dont il a géré la baisse, la crise financière italienne a été tellement
honteuse, insupportable, gênante, qu'à un certain moment, lui-même, il a bien compris que c'était fini. Mais non, ce qu'il laisse, c'est le berlusconisme, une sorte de lave noire qui recouvre tout le pays ou presque, et qu'il sera très difficile d'éliminer de nos âmes, de notre pays, et en général de la réputation que nous avons à l'étranger. Est-ce que, selon vous, vous qui étiez critique, cela dit, sur Berlusconi, certes, mais aussi sur la gauche italienne, vous voyez aujourd'hui la possibilité pour la gauche italienne de se reconstruire avec cette actualité ? Mais écoutez, vous parlez de gauche au singulier, mais la gauche italienne n'est pas du tout une unité. Hein. Donc, il s'agit d'un complexe, d'un mélange de forces, un mélange de personnalités qui vont des anciens démocrates chrétiens qui sont catholiques et qui ont des réserves sur plein de questions, par exemple, de type éthique et politique, jusqu'à la gauche radicale qui, dans une certaine mesure, fait partie du parti qu'on appelle Parti démocratique. Donc il y a une pluralité de positions vis-à-vis des problèmes les plus importants, une pluralité trop importante de vocation à la leadership, et donc plusieurs candidats possibles à de possibles primaires, et donc ce que nous espérons, c'est tout d'abord que la gauche, ce que vous appelez la gauche, mais qui est une pluralité de gauche, et pas que de gauche, retrouve son unité ou une unité provisoire pour faire face à la situation extrêmement difficile où on se trouve, et successivement qu'il arrive à construire quelque chose. Nous voyons donc depuis très près, comme on l'est, deux passages importants qui sont l'un plus difficile que l'autre. Vous vouliez dire un mot, Jean-Louis Briquet ? Oui, peut-être pour réagir à ce qui vient d'être dit, enfin pour continuer le débat. Moi, je serais plus dubitatif sur le fait qu'il y a un refus de Berlusconi en Italie, au sein de l'opinion publique italienne. Parce que, justement, ce refus, on l'a toujours pronostiqué. C'est intéressant, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que je pense que ça, c'est un C'est ce problème. que disait Raffaele Simone. Berlusconi s'en va. Pas universel, hein, ça c'est sûr. Voilà, Berlusconi s'en va, mais le berlusconisme n'est pas nécessairement fini. Ça, c'est une autre chose sur laquelle je voulais réagir aussi. C'est-à-dire que je pense que, effectivement, une partie importante de la société italienne est profondément anti-berlusconienne. On l'a vu dans des manifestations, etc. Mais chaque fois qu'on a pronostiqué la chute de Berlusconi à cause des scandales divers et variés dont on a déjà parlé, chaque fois on s'est retrouvé dans des situations où la droite, donc gagnait des élections locales, où Berlusconi continuait à avoir une majorité parlementaire. Et donc là, je pense que c'est plutôt vraiment une crise parlementaire qui explique sa chute, même si cette chute pourra avoir des conséquences politiques importantes. Je pense que c'est important parce que ça montre bien aussi ce qu'on voit assez peu souvent en France, que le berlusconisme, c'est une force sociale et politique importante qui s'est constituée comme force sociale et politique importante dans les 15 ans où il n'a pas exercé le pouvoir, mais où il était important sur la scène politique italienne. La deuxième chose avec laquelle là, je suis très d'accord et qui me semble très importante, c'est qu'effectivement, le départ probable de Silvio Berlusconi de la présidence du Conseil n'implique pas la fin du berlusconisme. Ça, je crois que c'est très très important dans le sens où la durée au pouvoir de Berlusconi a profondément transformé la société italienne et aussi la société politique italienne. C'est-à-dire que à l'ombre ou sous l'égide de Berlusconi a prospéré une nouvelle classe politique qui a été la classe politique qui a succédé à celle de la démocratie chrétienne qui s'est écroulée au début des années 90. Une nouvelle classe politique profondément insérée dans le tissu des régions, dans le tissu local, avec des intérêts politiques donc de conservation du pouvoir relativement importants. Et la question peut-être qui se pose maintenant en Italie, si on sort, disons, de l'actualité urgente d'hier et d'aujourd'hui, c'est comment cette nouvelle classe politique va se restructurer, va retrouver un leadership, je parle de la droite, et va, disons, tenter d'inventer une nouvelle opposition à la gauche, voire va participer à des nouvelles alliances. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important, d'autant plus qu'on est dans une classe politique très fragmentée, une classe politique qui a aussi une capacité de grande autonomie. Par exemple, je pense à des personnalités locales qui ont une sorte quasiment de patrimoine politique personnel au niveau local. Il faut dire que la succession va être dure. Brice Couturier, je vous soumets quelques phrases. Catherine Orbi de l'agence Reuters a fait un petit florilège de phrases. Allez, pour s'amuser une seconde. En février 2006, Berlusconi déclarait, Brice, « Seul Napoléon a fait davantage que moi ».
Mais je suis incontestablement plus grand. En février 2008 encore, je suis le Jésus-Christ de la politique, lance-t-il à des partisans selon des médias italiens. Je suis une victime patiente, je supporte tout le monde et je me sacrifie pour tout le monde. Brice. Alors parlons de la suite, parce qu'on ne sait jamais avec Berlusconi si c'est au premier, au deuxième ou au troisième degré. Alors la suite, c'est effectivement, on le disait, la succession de Berlusconi au sein de son propre camp à droite. Il y a Angelino Alfano, il y a Gianni Letta, qui sont tous les deux donnés comme des possibles successeurs de Berlusconi au palais Chigi, c'est-à-dire à la présidence du Conseil. Mais les deux favoris, en tous les cas démarchés, c'est Mario Monti, qui est un personnage extrêmement austère, qui a été commissaire européen au marché intérieur et ensuite à la concurrence, qui est une espèce de vigile du libéralisme, on peut dire. Giuliano Amato, qui est étiqueté à gauche, mais c'est un homme extraordinairement rigoureux. Donc ma question, c'est à quoi bon? Évidemment, les hommes de gauche se réjouissent, comme on l'entend au téléphone, de voir que Berlusconi tombait. Mais si c'est Berlusconi tombé pour voir un homme de gauche appliquer une rigueur beaucoup plus rigoureuse, si je peux me permettre, que celle de Berlusconi, simplement, on voit bien quelle est l'idée des marchés et de la Commission européenne. C'est qu'il vaut mieux que les politiques de rigueur qui vont être maintenant imposées aux pays européens en contrepartie de leur frénésie d'endettement des dernières années vont devoir être menées par des hommes de gauche. Parce qu'évidemment, c'est plus facile de faire avaler la rigueur et l'austérité par la gauche, qui a de bons rapports avec les syndicats, que par la droite. Mais à quoi bon renverser un homme de droite c'est pour impliquer une politique beaucoup plus rigoureuse que celle qu'il pratiquait lui-même? Raffaele Simone. Parmi les gens que vous venez de mentionner, il n'y a pratiquement personne qui soit proprement de gauche. Mais c'est les seuls candidats possibles à la succession, c'est ça le problème. Alors, ça vous plaît pas, mais... Non, pas du tout. Sauf peut-être Giuliano Amato, qui a été un socialiste la dernière fois qu'on l'a vu dans un parti, mais qui n'est pas proprement un homme de gauche. En plus, les mesures que Berlusconi aurait dû prendre, il n'a pas eu le courage de les prendre. Et donc il devra bien y avoir quelqu'un qui les prenne, parce que la situation est gravissime. Mais plutôt que le futur politique, je voudrais commenter la question du berlusconisme, parce qu'il ne s'agit pas là d'avoir créé une classe politique qui devra de quelque façon survivre à son fondateur et à son gourou. Mais en même temps, il faudra démanteler l'énorme quantité de lois destructives que Berlusconi, avec son gouvernement et ses gouvernements précédents, a créé et qui concerne une grande quantité de sujets, de l'instruction, l'université, la finance, la justice, l'environnement, etc. Donc, il s'agira pas de redresser la situation financière, mais aussi de reconstruire la toile de fond législative de ce pays, et en même temps de lui redonner une sorte de moralité générale, parce que c'est là que Berlusconi a travaillé en profondeur. Il a détruit chez les Italiens le peu de sens de l'État qu'ils avaient encore. Et alors là, il faudra installer une action d'éducation civique, pour ainsi dire, qui sera longue et très compliquée, j'ai l'impression. Jean-Louis Briquet. Oui, pour rebondir un petit peu différemment, c'est vrai que Silvio Berlusconi a une particularité parmi beaucoup d'hommes d'État récemment en Europe, c'est que c'est quelqu'un dont la légitimité à gouverner a toujours été mise en question, et pas uniquement par les juges, pas uniquement par son opposition, mais disons de manière très, très massive. Et d'ailleurs, lui-même a fait tout pour que cette légitimité mise en question, soit encore plus remise en question, en faisant des lois ad personam pour essayer de se soustraire à la justice, puis par les scandales sexuels dont on a parlé. Donc effectivement, cette situation très très particulière qui fait de Berlusconi quelqu'un qui a toujours été pris dans la tension entre l'exercice du pouvoir et le fait que cet exercice du pouvoir lui était contesté. Si Berlusconi quitte la scène politique italienne, ce qui est donc très probable, ça va quand même changer radicalement la situation italienne et permettre peut-être ce que M. Simone a appelé de ses voeux, une sorte de recomposition politique et morale du pays. En tout cas, un pays qui sera beaucoup moins soumis à cette espèce d'injonction, de critique au nom de la moralité, de l'immoralité, du fait de la personnalité de Berlusconi.
Berlusconi au pouvoir. Brice Couturier. Il sera quand même temps un jour de faire un bilan de Berlusconi, parce qu'après tout... Tentons-le peut-être un peu maintenant, quand même. Oui. Cantons-le maintenant. J'ai entendu dire pas mal par des sociologues que Berlusconi était le premier homme politique postmoderne. Parce qu'effectivement, c'est un pur produit de la télévision, c'est un pur produit de l'infotainment. Il s'est jamais pris au sérieux, il a jamais endossé, il a transgressé en permanence les codes qui sont ceux de la classe politique italienne. Et c'est en ça qu'il était, dans une certaine mesure, en phase avec une opinion qui, elle-même, est nourrie non plus des classiques grecs et des humanités, mais effectivement de la télé-réalité de Berlusconi. Donc quelque part, ça pose problème. Souvent, on a dit que l'Italie était en avance sur le reste de l'Europe par ses comportements politiques et culturels. On peut se demander quand même si, même si Berlusconi s'en va, ce qu'il a semé ne va pas éclore un jour, je veux dire, une transformation radicale de nos classes politiques sur le modèle de ce que la télévision et l'industrie du divertissement nous proposent tous les jours. Raphaël Simone ou Jean-Louis Briquet. J'ai écrit un livre là-dessus, donc je suis tout à fait d'accord. Il a lancé, sans le savoir, ou peut-être en le sachant, un modèle général de présence des riches, de l'homme plus riche du pays dans le gouvernement, avec le support essentiel de la télévision et des médias en général, avec un mépris substantiel des lois, des règles de la démocratie, des institutions, à partir de la présidence de la République, etc. Et donc, c'est justement ça que j'appelle le monstre doux. Il me semble, malheureusement, que l'Italie, là, une fois encore, a opéré comme une sorte de laboratoire où une invention diabolique a été élaborée qui a, elle, quelques probabilités de se répandre. Ça, c'est sûr. Je voudrais... Oui, Jean-Louis Briquet, pardon, oui, non, c'est vrai que Berlusconi a subverti, a cassé les codes de la politique un peu traditionnelle en Italie. Par exemple, son arrivée au pouvoir, elle est liée à son empire médiatique et à sa fortune personnelle en tant qu'homme d'affaires, etc. On pourrait y revenir si on a le temps. Mais elle est liée aussi au fait qu'il s'allie avec un parti qui, à l'époque, sort juste donc en 94, qui est un parti qui se définissait quelques mois avant comme fasciste et qui avait été exclu des alliances des partis historiques de la République italienne, qui s'allie avec la Ligue, à l'époque régionaliste, très profondément, enfin pas encore, mais enfin oui, avec un discours quand même xénophobe très fort, c'est-à-dire qui casse complètement le jeu en s'alliant avec des indignes, si vous voulez. C'est comme si en France, une partie de la droite s'alliait avec le Front National. Donc il casse complètement ce jeu-là. Il casse aussi ce jeu. Ah oui, non, mais je sais pas que. Alors peut-être effectivement, sans ça, c'est un laboratoire. Enfin, pour ça, laissons le débat peut-être pour l'instant. C'est vrai qu'aussi, il casse le jeu en utilisant les sondages, la télévision. Cela dit, moi, je pense qu'il faut aussi insister sur les aspects politiques normaux, habituels, des succès de Berlusconi. C'est-à-dire que le succès de Berlusconi, c'est pas uniquement la télévision commerciale, même si elle a sûrement joué un rôle important dans la transformation des imaginaires sociaux des Italiens. C'est pas uniquement l'usage des sondages, c'est pas uniquement sa personnalité, c'est aussi la capacité qu'il a eue de créer un parti politique relativement puissant, relativement ancré sur le territoire, la capacité qu'il a eue de trouver des alliés dans les classes politiques locales, donc de faire de la politique et de constituer un parti. Et capacité dont il faut bien le dire, parce qu'on en a parlé un petit peu, la gauche s'est retrouvée pendant la même période assez démunie, c'est-à-dire que pendant la même période, le rapport que les partis de gauche pouvaient avoir avec son électorat un peu classique, on va dire les classes populaires, etc., c'est distendu, la capacité des partis de gauche à ancrer dans le territoire et à tenir le territoire, à entretenir des électorats, c'est affaibli. Donc je pense qu'il faut aussi, sans mettre en question les aspects particuliers du berlusconisme, dire que c'est un phénomène politique normal. Et c'est en ce sens-là que je disais tout à l'heure que la façon dont cette classe politique qui a prospéré à l'ombre du berlusconisme, la façon dont elle va se recomposer maintenant est un enjeu important, parce que c'est elle qui tient l'électorat Berlusconi aussi en partie, de Berlusconi en partie, l'électorat de droite italien en partie. C'est elle qui tient un peu les rouages économiques et politiques du pays, et c'est de sa recomposition que dépendra la recomposition italienne. Je voudrais juste un peu normaliser, si vous voulez, le Berlusconi. C'est pas le renvoyer toujours à cette espèce de monstruosité qu'il est peut-être, mais il n'est pas qu'une monstruosité. Bon, on sent bien que vous n'êtes pas tout à fait sur la même ligne, donc que Raphaël et Simone... Non, c'était juste c'est pas contradictoire, c'est quelque chose en plus. Raphaël et Simone. Oui, et je crois qu'il faut aussi rappeler un autre élément qui est essentiel et que l'on voit très clairement de l'Italie, c'est la force, le pouvoir de l'argent qu'a Berlusconi, qui n'est pas que sa richesse. Il a exercé un pouvoir corruptif dans le milieu parlementaire pratiquement sans cesse. Une partie importante, il a fait un achat-vente
des parlementaires tout le temps, surtout l'année passée, mais c'était une pratique, tout le monde le savait, et tout le monde le dénonçait dans les grands journaux, qu'il a toujours pratiqué tranquillement dès le début. Et alors, il est très difficile de la part de la gauche de combattre avec un tel adversaire, parce que là, il y a la différence entre un parti qui travaille et se meut en tant que parti et un monsieur qui paye, qui achète, qui vend et qui déplace les personnes de cette télévision au Parlement ou aux différents parlements qu'il y a en Italie, dans les provinces, les régions, etc. Et donc qui fait un trafic tout à fait nouveau dans la situation italienne et internationale, qui crée des standards et qui, au fur et à mesure, pratiquement favorise la transformation du climat politique en Italie. Ça, c'est un élément d'extrême importance qu'il est facile de négliger depuis l'étranger. Rappelons que, factuellement, en tout cas que sur les 3 procès dont Silvio Berlusconi fait l'objet, bon, il y a le Rubygate, mais il y a donc l'affaire Mills. Silvio Berlusconi est sur le banc des accusés pour être soupçonné d'avoir acheté pour $600 000 un faux témoignage de son ancien avocat britannique, David Mills, dans les années 90. Et puis il y a aussi le procès Mediaset, où il est accusé de fraude fiscale pour avoir artificiellement gonflé le prix des droits de rediffusion des films achetés par des sociétés écrans lui appartenant lors de leur revente à son groupe Mediaset. Manipulation d'une banalité effrayante. Carrément criminel, sa pratique des prostituées, des gens qui lui fournissaient des prostituées. Et ça, c'est le Rubygate, bien sûr. Donc, il y a une très longue série de faits. Raphaël et Simone, je vous coupe un instant pour le coup d'œil de Thomas Cluzel. Nouvelle chronique que vous ne connaissiez pas la dernière fois que vous étiez venu au matin. C'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel. Et d'après ce que je comprends, c'est le coup d'œil sur slate.fr. Oui, absolument. J'ai l'impression que vous n'avez pas osé dire le titre de l'article. Ah non, j'ai dit à l'envers. Je peux pas dire à l'envers. Les plus belles conneries de Berlusconi, les fameuses Berlusconneries. Alors... évidemment, les deux journalistes écrivent quand sont dans leur mémoire. Ils ont recensé 44 bêtises mémorables. Voici donc un panel de ces prouesses qui se répartissent en 9 catégories. L'article propose même un camembert avec les différentes typologies de toutes les Berlusconneries. Alors tout d'abord, le Cavaliere semble avoir un penchant pour les blagues sexistes qui représentent près de 30% des injures présidentielles. Les Italiennes sont bien entendu les premières visées. Elles sont tellement belles qu'empêcher les viols en Italie serait une mission impossible, même dans un état policier. Mais les étrangères ne sont, elles, pas non plus épargnées. Ainsi, en voulant rendre hommage à Margaret Thatcher, le président avait déployé un argumentaire des plus chevaleresques, jugé plutôt elle est une belle chatte. Silvio Berlusconi semble ensuite chérir les insultes contre ses adversaires, qui représentent à peu près 20% des boutades présidentielles. On trouve en première ligne les juges italiens, bien entendu, qualifiés tour à tour de métastase de la démocratie, et la meilleure sans doute, une association de malfaiteurs qui cherchent à renverser les résultats électoraux. Et puis le deuxième bouc émissaire du Cavaliere, c'est bien évidemment la gauche, qui fait l'objet de commentaires peu élogieux. Berlusconi déclare ainsi avoir trop d'estime pour l'intelligence des Italiens pour penser qu'ils sont suffisamment couillons pour voter contre leurs propres intérêts, comprenez, à gauche. Sans parler des communistes, alors là, la bête noire que le président italien fustige régulièrement sous la forme de maximes lapidaires du genre « l'anticommunisme est avant tout un devoir moral » ou bien encore en revisitant cette fois-ci l'histoire chinoise, lisez le livre noir du communisme et vous découvrirez que dans la Chine de Mao, il ne mangeait pas les enfants, mais les faisait bouillir pour fertiliser les champs. Et puis on trouve enfin toutes sortes de clichés, alors à la fois sur les étrangers, comme la fameuse remarque sur Obama, jeune, beau et même bronzé, les déclarations antisémites, Mussolini n'a jamais tué personne, tout au plus il se contentait d'envoyer des opposants en vacances, les remarques homophobes, il vaut mieux avoir la passion des belles femmes qu'être gay, et puis les marques d'un ego surdimensionné, je crois que vous l'avez déjà cité, Marc, je suis le Jésus-Christ de la politique, je supporte tout, je me sacrifie pour tout le monde. Voilà, Berlusconi, donc crucifié ce matin par le site slate.fr. Merci Thomas Cluzel. Peut-être pour la dernière ligne droite toute petite de cette émission, Raphaël et Simone et Jean-Louis Briquet, faire un point sur l'Italie aujourd'hui dans son éternelle et renforcée par la crise politique opposition entre le Nord et le Sud. Est-ce qu'on est toujours dans une façon complexe de faire de la politique à l'Italie, qui plus est selon que l'on est du Sud ou qu'on est du Nord, Jean-Louis Briquet?
Dans le cas présent de cette crise, il ne me semble pas que disons, les différenciations nord-sud soient à ce point, jouent à ce point dans la crise. Par exemple, le Forza Italia, enfin le berlusconisme est implanté, bon, bien évidemment, au nord de l'Italie, de façon, dans la région de Milan, etc., de façon forte, mais aussi dans beaucoup de régions du sud. Donc, il ne me semble pas que ça soit quelque chose, disons, de structurant de cette crise. Je ne sais pas si... Il peut y avoir d'autres manières de le penser. Peut-être, oui, Brice Couturier. Oui, moi je voudrais insister sur un point, parce que j'essaie toujours de replacer le cas italien dans le cadre de la crise de l'Europe qui nous menace très très directement. Et il faut bien quand même comprendre que la situation de l'Italie est très différente de celle de la Grèce, à laquelle on la compare souvent, parce que l'Italie a un tissu de petite et moyenne industrie, entreprises, extrêmement dense, surtout au nord. C'est la différence par exemple avec la France. Il y a beaucoup plus d'entreprises. Qui fait de la région de Milan la région la plus riche d'Europe. Exactement. Le nord de l'Italie, il y a quand même ce grand problème italien qui est récurrent, du déséquilibre entre le nord et le sud, qui a des répercussions politiques, parce qu'effectivement, la Ligue du Nord était évidemment surtout implantée au nord, par définition, et on peut se demander si la disparition de Berlusconi va entraîner, de ce point de vue-là, on a parlé de restructuration de la gauche, mais aussi une restructuration de la droite. Voilà. Peut-être sur cette question, Raphaël Simone, très rapidement. Mais pour ce qui est du Sud, il faut mentionner le fait que le Sud est caractérisé par la présence de plusieurs mafias qui sont très actives au sud et qui se sont répandues puissamment au nord aussi. Et donc ça, c'est un élément de différence essentiel qui explique largement la différence de développement des deux aires. En plus, il y a l'effet de la Ligue qui a répandu en Italie un phénomène tout à fait inédit jusqu'il y a 10 ans plus ou moins, une sorte réelle de haine raciale des gens du Nord vis-à-vis aux gens du Sud. Donc il y a plusieurs éléments, plusieurs fragments à recomposer, et là aussi il y aura beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup Raphaël Simone de nous avoir rejoints depuis Rome au téléphone ce matin. Je rappelle que Le Monstre doux est donc à lire chez Gallimard. Merci à vous Jean-Louis Briquet. Merci. Tout petit mot, non, de ce que... Non, pas spécialement. Je crois qu'on a dit ce qu'on il faudra refaire, pouvait dire. Voilà, il faudra, je pense, faire une émission entière sur les 15 dernières années d'histoire italienne et de Berlusconi serait effectivement un complément utile. Nous aurons l'occasion de nous y repencher.